sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors vous avez sans doute remarqué que j'étais venu devant vous en reculant. Alors pourquoi? Non pas parce que je suis devenu fou, quoique c'est peut-être le cas, mais surtout parce qu'aujourd'hui je vous propose de faire les choses complètement à l'envers, de faire les choses de manière inversée. Et c'est pourquoi je vous propose un exercice ludique qui va s'appeler donc l'astrologie inversée. En fait, depuis que nous étudions l'astrologie, nous procédons toujours de la même manière. Nous partons de l'étude d'un thème astral, et à partir de celui-ci, nous remontons vers la personne qui correspond à ce thème astral. Et jamais nous n'avons fait le chemin dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais partis de la personne pour créer en fait le thème astral. Or, c'est justement ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, tout cela fait écho à la fameuse théorie de Gaïa, vous savez, hein, au départ c'est une forme de religion qui considère que en fait, la Terre est un organisme vivant qui synthétise elle-même ses propres organismes humains. Mais on peut le voir aussi de manière plus vaste, hein, en considérant que l'univers est un organisme vivant et que celui-ci synthétise, comme un organisme synthétiserait des molécules, eh bien l'univers synthétiserait des naissances à chaque fois particulières. Et pourquoi? Parce que l'univers a la connaissance, la conscience qu'il va avoir besoin de ces naissances dans l'avenir, dans son développement futur. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons quitter notre rôle d'astrologue terrestre pour monter dans le ciel et puis imaginer que, eh bien voilà, le ciel, le congrès du ciel s'est réuni, vous en faites partie et on vous charge d'une mission qui est de créer le thème astral d'une personne dont l'univers va avoir besoin dans les années, dans les décennies à venir. Alors, voilà, donc vous voyez que c'est un exercice, il faut déjà une certaine imagination, mais vous allez voir que c'est très instructif et cela va nous permettre de progresser dans notre compréhension des mécanismes et des cycles astrologiques également. Vous êtes prêts? Eh bien alors c'est parti. D'astrologie inversée, eh bien je vous propose de chercher à créer le thème astral d'une personne, donc d'un homme, qui est né au début des années 80. Alors, je précise que c'est un homme parce qu'évidemment, il y a des implications ensuite dans les aspects. Je précise également qu'il est né au début des années 80, et ça va nous permettre une chose, c'est de fixer déjà la position des planètes lentes. Bien sûr, le ciel pourrait créer des naissances dans n'importe quel siècle, bien sûr, mais nous allons nous restreindre à certaines années, bien sûr, sinon c'est trop vaste. Donc, début des années 80, nous allons fixer donc, les planètes lentes. Alors, j'ai représenté la couronne zodiacale ici, et vous voyez que j'ai mis les signes, hein, vous voyez le bélier, le taureau, le gémeaux. Au centre, j'ai mis une deuxième couronne avec les décans, parce que je me suis dit ça va nous servir aussi, ces décans. Donc là, j'ai représenté les décans. Je vous renvoie donc à ma vidéo sur les décans, l'utilisation des décans dans l'interprétation du thème d'ailleurs. Et puis donc vous voyez que les positions des planètes fixes sont fixées. Hein. Des planètes lentes sont fixées. À commencer par Neptune, vous voyez qui est à la toute fin du signe du Sagittaire. Uranus qui est vraiment encore plus à la fin du signe du Scorpion, entre le Scorpion, donc là on est au début des années 80, 1980. 80-81. Donc Uranus à la fin du Scorpion, début Sagittaire. Nous avons une conjonction Pluton-Lune noire sur la fin du signe de la Balance. Et puis, nous avons une autre conjonction, Saturne-Jupiter, autour de 10 degrés de la Balance. Alors, vous voyez, bon, ces positions, ce sont des positions souples. Hein, vous voyez, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que cette personne va être née, puisqu'on cherche justement la date de cette personne, on va chercher à la créer. Hein, donc, ce sont des repères, on va dire, mais ça peut légèrement fluctuer.
Voilà, donc ça c'est le cadre en fait. Hein. Donc un homme né dans les débuts des années 80 et avec ses planètes lentes fixées de cette manière. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette personne? Qu'est-ce qu'on nous dit à son propos? Bon, déjà, la première chose que l'on nous dit quand on nous parle de cet homme, c'est on nous dit, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Bon. Et aussi d'attentionné. Voilà. Donc il est sensible et attentionné. Pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. C'est un chercheur en pharmacie. Oui, alors pas tout à fait. C'est un chercheur en sciences pharmaceutiques. Exactement. Bon. Il est chef de labo, il est responsable d'un grand laboratoire hein, de recherche et il vit il vit aux Pays-Bas, hein, donc il est expatrié aux Pays-Bas. Voilà. C'est quelqu'un qui est divorcé et qui maintenant est célibataire. Il a 2 filles dont il prend énormément soin, c'est-à-dire qu'il même s'il est aux Pays-Bas, il est en fait très présent pour ses filles, toujours prêt à les aider. C'est quelqu'un aussi qui va être proche de sa mère, voilà, ça on nous le dit. Et alors très important, il a un père qui est décédé, d'une maladie, d'un cancer, quand il avait 15 ans. Voilà, donc assez tôt dans sa vie. Et du coup, c'est ça, cet événement-là qui a donné sa vocation. Hein, c'est-à-dire c'est parce que son père est décédé tôt que ça l'a tellement marqué qu'il a décidé de s'orienter vers la recherche et de la pharmacie, la santé, etc. Donc il est divorcé, son ex-femme était journaliste et fait étonnant, donc elle l'a rencontré suite à un reportage qu'elle faisait sur la recherche pharmaceutique et c'est une journaliste qui est beaucoup plus jeune que lui. Donc qui avait 10 ans de moins que lui. Et donc ils ont été très amoureux, mais ils se sont séparés. Donc depuis, il vit un célibat, c'est une grande souffrance pour lui, et c'est quelqu'un qui est assez casanier, qui ne sort pas beaucoup, donc il se donne peu finalement de chances de rencontrer quelqu'un d'autre. Et la preuve, c'est que cette journaliste en fait était venue le chercher, hein, puisqu'elle faisait un reportage sur son travail. On peut dire également qu'il a une légère dépendance aux antidépresseurs, hein, voilà, depuis son divorce, justement. Bon, il a toujours une fragilité un peu psychique. Mais c'est aussi un esprit brillant, qui en tant que chercheur a fait de nombreuses publications dans des magazines reconnus scientifiques, et qui jouit d'une bonne réputation vraiment, hein, d'une bonne reconnaissance du milieu scientifique et médical pharmaceutique. Voilà. Alors, à partir de là, ça c'est notre cahier des charges, si vous voulez. Voilà. Donc il faut maintenant créer cette personne. Hein. Je vous rappelle, vous êtes un des conseillers célestes dans le ciel, hein, dans une, comment dire, j'imagine bien sur, vous savez, une table ronde qui flotte au milieu des nuages, voilà, et on vous demande de dire, bah, maintenant, allez-y, hein, vous êtes l'architecte, créez-moi cette personne. Vaste mission. Alors, quand on arrive à ça, donc on commence par le départ. Hein. Donc, la première chose qu'on nous dit, quelqu'un de sensible et en même temps d'attentionné. Alors, quand on vous dit sensible, à quoi est-ce que vous pensez? Ben, on va commencer déjà à positionner le soleil, hein, puisque c'est la première chose que l'on nous dit sur sa personnalité. Donc, une personne sensible. Alors, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque le signe d'eau, bien sûr. Quelqu'un de sensible, la sensibilité, c'est une qualité eau, aquatique. Donc c'est un signe d'eau. Alors en signe d'eau, oui, ben on y va. Alors c'est poisson. Ah oui, mais ça peut être cancer. Mince. Ça peut aussi être scorpion. Comment est-ce qu'on fait? Donc vous voyez que... Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que nous, quand on regarde le thème, on va dire « Ah, c'est une personne sensible ». Pourquoi? Parce qu'on voit des signes d'eau, on voit de l'eau qui monte. Mais vous voyez que si on fait le processus inverse, si on a juste le mot sensibilité et qu'on doit trouver où se trouve le soleil, eh bien, on est obligé de demander des précisions. Et ça doit être important. C'est important parce que ça nous montre qu'on n'est pas assez précis. Quand on dit « Oh, vous êtes quelqu'un de sensible », mais il y a 1001 sensibilités. En tout cas, il y en a au moins 3, puisqu'il y a 3 signes d'eau.
Donc on est obligé de demander la précision. Et donc du coup, quand vous allez faire vos futures interprétations, si vous utilisez le mot sensibilité, vous devez préciser ce mot sensibilité. Vous voyez? Voilà, donc ici, et ça nous permet de voir ça, qu'il nous manque des choses. Donc sensibilité, ça veut dire quoi? Donc on interroge des personnes qui le connaissent bien. On va interroger sa secrétaire. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, sa secrétaire? Elle nous dit, alors on dit, voilà, est-ce que c'est quelqu'un de... Par exemple, le cancer ici va être très émotif, donc la sensibilité émotionnelle. Le poisson va être très empathique, un peu souffrant, sensible à la souffrance des autres. Le scorpion va être un peu torturé, très réceptif. Bon. Alors on demande à la secrétaire, il était comment? Il est comment? Alors la secrétaire nous dit, c'est quelqu'un de mystérieux. Hein, quelqu'un de mystérieux. D'accord. Mais plus que mystérieux, il est très secret. D'accord. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Alors il dit, il garde pour lui énormément de choses. Bon. Mais on sent cependant que les choses le touchent en profondeur. Ah, en profondeur. Tiens, ça c'est un mot qui est... Par exemple, lorsqu'il a divorcé, il était très proche de sa femme et de ses filles, mais donc ça l'a énormément touché en profondeur, mais vous voyez, il ne laissait rien paraître dans son travail. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui est très attentionné envers les autres, les membres de son équipe dans le laboratoire. Il est toujours prêt à aider. C'est vraiment un bon chef, hein. Il est très, très paternel, un peu paternaliste parfois. Parole de secrétaire, parole de vérité. Donc, qu'est-ce qu'on en dit? Quelqu'un de mystérieux, oui, poisson, scorpion, bon, ça ne nous aide pas trop. Secret, oui, alors secret, scorpion, le poisson est plus fuyant, hein, que véritablement secret. Le cancer est secret, le scorpion est secret. On nous parle aussi qu'il est très attentionné. Un peu paternaliste, hein, il s'occupe des autres, il était très proche des membres de sa famille. Bon, tout ça, ça nous oriente quand même davantage vers le signe du cancer. Donc, partons là-dessus. C'est un signe du cancer, c'est un natif du cancer. Nous avons 3 décans en cancer. Il peut être un décan vénusien, un décan mercurien, un décan de la Lune. Maintenant, il nous faut savoir dans quel décan est-ce qu'il pourrait être. Qu'est-ce qu'on peut dire? Véritablement une sensibilité à fleur de peau, proche des membres de sa famille, on est davantage sur quelque chose de lunaire. Bien sûr, le premier décan du cancer, décan de Vénus, est aussi un décan très sensible. Mais ici, on voit bien qu'on a une dimension très famille. De même, on a vu qu'il était proche de sa mère, quelque part, je ne sais plus, proche de sa mère, voilà. Donc, ça nous met plutôt sur la piste d'une personne plutôt lunaire du cancer. Hein, voyez, donc on va partir là-dessus. Donc on va mettre son soleil ici dans le 3e décan du signe du cancer parce que ça correspond bien. Très attentionné, un peu paternel, paternaliste, s'occupe de ses proches, proche de sa mère, voyez. Bon, sensible, secret, on a ça. Donc on va partir là-dessus sur un décan, 3e décan du signe du cancer. Pourquoi est-ce qu'on part sur le 3e décan du signe du cancer également? J'attends vos réponses. Et je reprends ma respiration. Pourquoi? Parce que si on l'avait mis par exemple ici dans le 1er décan du signe du cancer, parce que effectivement c'est quelqu'un qui a divorcé, donc on aurait pu avoir cette sensibilité par rapport à Vénus. Ou alors on aurait pu avoir une intelligence avec le côté chercheur par Mercure, hein, dans le signe du cancer. Mais dans ces cas-là, le Soleil n'aurait pas été donc en carré, alors c'est ça qu'il faut voir, en carré à Pluton. Et carré Pluton-Lune. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que on apprend qu'en fait, il a un père qui est décédé. Et ça, c'était un événement important de sa vie, puisque ça a donné en fait, sa vocation. Donc, un père décédé, on va le retrouver disparu prématurément, événement marquant. Eh bien, il faut que ce soleil puisse être en aspect. Alors, par exemple, à Neptune. Bon, mais là, c'est pas possible, un cancer. Hein, cancer.
Donc le Soleil ne peut pas être en aspect à Neptune, pas être en opposition. Il pourrait être en opposition ici, effectivement, là, au tout début du signe du Cancer. Il serait opposé à Neptune. Ça pourrait montrer un père, donc le Soleil, éloigné par Neptune. Mais dans ce cas, on perdrait le décan lunaire. Or, on sait qu'il est très proche des membres de sa famille, qui s'occupent d'eux. La famille est très importante pour lui, qu'il est proche de sa mère. Donc vous voyez, oui, ça correspondrait, mais ce serait quand même inférieur à cette position où là on trouve à la fois le décan lunaire et à la fois on trouve donc le carré à la Lune Pluton. C'est d'autant plus vrai que, donc là c'est un carré, c'est d'autant plus vrai que ici nous n'avons qu'une planète donc en opposition à Neptune, alors que ici, eh bien, nous aurions un carré à Pluton, donc la mort du père, et puis Soleil carré Lune noire, la coupure, hein, vous savez que la Lune noire c'est le rasoir du zodiaque, et donc on aurait vraiment la disparition du père, hein, le père absent, mais en même temps avec la Lune noire, le père très présent, parce que justement il va susciter la vocation de cet homme par la suite. Donc vraiment, position privilégiée, grâce à tout ça on déduit, position privilégiée du Soleil, Soleil troisième décan du Cancer. Hein. Donc on a précisé la sensibilité, ensuite on a recherché, donc pour choisir le signe, on a choisi ensuite le décan en regardant les autres éléments du thème, donc ici, proximité des membres de sa famille et disparition du père. Et ça nous permet de cibler plutôt le troisième décan du Cancer. Ok. Bon, très bien. Ensuite, eh bien, nous allons nous intéresser à son travail. Alors, cet homme est un chercheur. Un chercheur dans un domaine de la santé, sciences pharmaceutiques. Alors, chercheur, qu'est-ce que ça évoque? Qui peut être... Donc ici, quand on parle de la profession, on va parler avant tout de l'ascendant et du maître d'ascendant. Hein, plus que le Soleil. Le Soleil va représenter la personnalité profonde, donc on a vu, sensible, etc. Maintenant, quand on touche à la vocation, à la vie socio-professionnelle, on est davantage dans ascendant et surtout maître d'ascendant. Donc, qui peut être un chercheur dans le zodiaque? Alors, on peut être Bélier, oui, parce que les Béliers sont des pionniers, sont des gens qui vont ouvrir la voie pour les autres, donc ça c'est vrai. On peut être un Mercurien, parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, mais bon, c'est souvent pas assez approfondi, hein, avec les Gémeaux. On peut être un Vierge, mais Vierge, on est davantage dans le service, dans le savoir-faire, plus que fondamentalement dans la recherche. On peut être Scorpion, oui. Scorpion, c'est véritablement le signe de la recherche. Parce qu'on va chercher à approfondir, aller au cœur des choses. Le Sagittaire, alors le Sagittaire aussi parce que on va aller au-delà, au-delà des frontières, de ce qui est connu, sous la forme d'une quête. Donc oui, le Sagittaire aussi peut être un signe de recherche. Le Capricorne également, parce que nous allons trouver par exemple des chercheurs comme Marie Curie, vous voyez, dans cet aspect un peu austère de la recherche. Le Verseau aussi, plus dans l'innovation, plus dans la technologie davantage. Poisson, bien sûr. Poisson, c'est la recherche de l'absolu. Nous avons Einstein qui était poisson. Donc oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce propos? Qu'est-ce que nous dit la secrétaire? C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui veut toujours aller plus loin et qui cherche à découvrir le fond des choses. Donc c'est quelqu'un qui va en profondeur. Donc j'aurais tendance à dire davantage un Scorpion. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on va conserver la sensibilité dont on parlait tout à l'heure, et en même temps, c'est quelqu'un qui, vraiment, cette phrase nous met vraiment sur la piste du Scorpion. Hein, quelqu'un qui veut aller au cœur des choses sans cesse. Donc, on va le faire naître ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion, on a 3 possibilités. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Qu'est-ce qu'on sait? C'est un chef de laboratoire. Donc si c'est un chef de laboratoire, il pourrait être dans un décan du Soleil
ou dans un décan de Mars, moins dans un décan de Vénus. Il faut voir que c'est un chef, donc un cancer, oui, il lui faut quelque chose, un signe ascendant qui soit assez puissant pour être un chef. Hein. Donc, soit dans le premier décan martien, soit dans le deuxième décan du Scorpion. Alors, pour ça, il faut qu'on aille un peu plus loin. Pour l'instant, on hésite entre ces deux décans. Si je mets l'ascendant dans le premier décan, donc je reviens ici. Ça veut dire que ceci serait sa maison 7. Alors, si ici c'est sa maison 7, qu'est-ce que ça signifie? Ça voudrait dire que Vénus serait maître de la maison 7. Oui, alors ça c'est toujours vrai. Non, il faut rester sur la profession. Donc là, sur la profession, ça voudrait dire que la maison 6 serait à peu près ici. Hein, on va considérer des maisons égales. Voilà. Donc, la maison 6 serait donc 30 degrés avant, donc dans le signe du Bélier. Alors ça c'est pas mal, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le signe du Bélier, c'est un pionnier, et puis la maison 6, donc c'est la maison qui représente le travail. Donc ici on aurait bien quelque chose qui correspondrait assez bien. Oui. Également, oui c'est ça. Donc je mettrai l'ascendant ici, donc ici. Donc, premier décan du signe du Scorpion, qui fait un décan martien, donc un chef. La maison 6 en Bélier, voyez. Et donc, il nous faut... Donc, s'il est ascendant Scorpion, c'est aussi un martien. Alors, c'est un plutonien. Bon, c'est un plutonien de la Balance. Ça ne nous renseigne pas véritablement sur sa profession. Hein. Les planètes lentes, comme ça, comme Pluton, renseignent moins sur la profession en général qu'une position d'une planète rapide. Donc le maître traditionnel du Scorpion, c'est Mars. Donc Mars, où est-ce que pourrait se trouver Mars? Justement, dans la maison 6. Pourquoi? Parce que la maison 6 est une maison de santé. C'est la maison du travail, mais c'est aussi la maison de la santé. Donc, on pourrait avoir Mars ici. Vous allez me dire, oui, mais la maison 12, c'est aussi une maison de santé. C'est vrai, la maison 12 est une maison de santé. Donc la maison 12, elle se situe où ici? Eh bien, dans le signe de la Balance. Est-ce qu'un martien de la Balance, donc par ascendant Scorpion, pourrait être un chef? Pas vraiment. Hein, pas vraiment. Par contre, un martien du Bélier, oui. Et est-ce qu'un martien du Bélier dans la maison 6 pourrait être un chef dans le domaine de la santé? Oui, puisque la maison 6 est aussi une maison de santé. Pas si vous me suivez. Donc effectivement, là, Mars pourrait très bien aller ici, hein, dans cette maison 6. Et donc, il faudrait qu'il soit dans le premier décan, soit dans le deuxième, soit dans le troisième décan. Alors comment est-ce qu'on va choisir ça? Eh bien, il faut chercher d'autres informations. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, ça ne va pas nous servir. On sait que c'est quelqu'un qui a une légère dépendance aux antidépresseurs. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est Neptune. Hein. Vous voyez, tout ce qui est médicaments, alors a fortiori puisqu'il travaille dans la recherche pharmaceutique, et qu'en plus il est légèrement dépendant aux antidépresseurs, ça voudrait dire qu'il y aurait un aspect entre le maître d'ascendant et Neptune. Donc ici ça tombe bien parce que Neptune est en fin du signe du Sagittaire, donc on pourrait très bien avoir un Mars qui se trouve fin Poisson, début Bélier. Donc, plutôt début Bélier. Mais on a vu que le signe de Poisson pouvait aussi indiquer la recherche, et notamment la recherche dans le monde de la santé. Donc on pourrait avoir un Mars, je dirais, soit fin Poisson, soit début Bélier. Dans les deux cas, on est dans un décan de Mars, qui montre bien le chef de laboratoire. Hein. Donc je vais partir sur Mars, ici, sur la pointe de la maison 6. Voilà, c'est la position qui me paraît le plus logique, au début du signe du Bélier. Donc on a bien le chef dans un domaine de la santé,
Et on a ici un carré entre Mars et Neptune. Alors, un carré entre Mars et Neptune qui montrerait bien, eh bien une certaine sensibilité, fragilité psychique, émotionnelle, hein, découverte par le double signe d'eau, déjà, et puis par ce carré entre Mars et Neptune. Donc, vous savez que Neptune représente les drogues, les psychotropes, toutes les formes de dépendance, tout ce qui permet de fuir la réalité également. Et donc, il y a bien une sensibilité ici, hein, entre Neptune et Mars, par ce carré. Alors, si on poursuit, on peut regarder maintenant, puisqu'on a positionné la maison 7, la maison 7, c'est la maison de la relation, c'est la maison du conjoint, la maison donc du mariage. Donc là, on va avoir des informations en rapport avec son épouse, en tout cas son ex-épouse. Donc, la maison 7 étant Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on sait de son épouse? Alors, donc il est divorcé. Voilà, ça c'est la première chose que l'on sait. Et maintenant, il est célibataire. Et son ex-femme était journaliste et elle était plus jeune. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, déjà, le maître de la maison 7 représente le conjoint. Donc, ici, le maître de la 7, c'est Vénus. Et la Lune, hein, les deux maîtres du Taureau. Donc, Vénus, eh bien, puisqu'il a divorcé, il faudrait avoir un aspect, par exemple, soit à Pluton. Dans ce cas, on reviendrait sur, par exemple, donc une fin Cancer. Donc, on pourrait avoir Vénus conjoint Soleil, par exemple, ici. Hein. Donc, si je mets Vénus ici, effectivement, j'ai bien un carré à Pluton, Lune noire, ce qui montrerait à nouveau la fin d'un mariage ou une séparation. Et puis, en même temps, la proximité, puisqu'il était très proche des deux. Oui, ça c'est possible. Alors, cette Vénus ici, elle serait en Cancer. Est-ce que ça évoquerait une journaliste beaucoup plus jeune que lui? Alors oui, le signe du Cancer est le signe des enfants. Des enfants, c'est pas vraiment la jeunesse. Est-ce que Vénus Cancer représente la journaliste? Pas vraiment. Donc il faut que je cherche une autre position. Et vous savez que Vénus ne peut pas s'éloigner du Soleil de plus de 48 degrés. C'est le maximum. Donc ça, on doit en tenir compte. Ça veut dire que Vénus peut être dans le Taureau ou peut être jusqu'à la Vierge, mais pas davantage. Alors, la journaliste, c'est davantage ici, vous voyez, dans le signe des Gémeaux. Donc si je positionne Vénus ici, oui, je suis à moins de 48 degrés, oui, je suis dans le signe des Gémeaux, et oui, les Gémeaux représentent aussi une forme de jeunesse. Donc une femme plus jeune journaliste, ça correspond bien ici. Mais ils sont séparés, donc il faut que je prenne en compte ça. Alors ici, nous avons Uranus, vous voyez, qui est en fin du signe du Scorpion, donc l'opposition serait la fin du signe du Taureau. Donc si je positionne Vénus ici, voilà, j'ai à la fois la journaliste jeune, et en même temps, j'ai la fin prévue, hein, annoncée de la relation. Donc je vais effacer Vénus ici, et je vais plutôt privilégier cette position. Vénus au début du signe des Gémeaux, opposé à Uranus, et donc maître de 7. Là, ça correspond. Là, on a le divorce, on a la femme plus jeune, on a la femme journaliste. Alors, oui, on aurait ici aussi indirectement un aspect trigone avec le signe de la Balance également, c'est vrai. Ça, ce serait un trigone assez large, mais un trigone qui pourrait effectivement bien montrer qu'il y a eu le mariage, hein, puisqu'ils ont été mariés avant de divorcer. Donc la loi, Jupiter, hein, qui vient bien régulariser l'union, hein, mais cette union est vouée à une séparation par Vénus opposée Uranus. Donc ça correspond assez bien. Hein, donc on va garder ça. Si je continue, alors par exemple, ici on a donc la maison 7. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? La Lune. La Lune. Alors la Lune, qu'est-ce que l'on sait? Il est proche de sa mère. Il prend soin de ses filles. D'accord. Il est chef d'un laboratoire. Hein, il est sensible. Bon, la Lune, moi je la mettrais ici, a priori. Hein, proche de sa mère. Il est proche de sa mère. De même qu'il était très proche de son épouse.
hein, puisque le divorce a été une épreuve très, très, très difficile. Alors d'ailleurs, l'épreuve très difficile dans le foyer, on la retrouve ici par le carré de Saturne à la Lune. Vous voyez ? Et ce carré Saturne-Lune, dans ce cas, montrerait également le célibat. Eh oui. Hein, donc là, c'est de même, Jupiter en carré, pardon, je me suis trompé, ici, c'est le carré à Pluton. Hein, vous voyez ? Donc ça, c'est l'explosion du foyer, plutôt. Hein, l'explosion du foyer. Ici, oui, non, là, nous ne sommes pas en aspect. Donc c'est vraiment là l'explosion du foyer, hein, à nouveau, par Pluton-Lune. Oui. Donc peut-être une relation cachée, Pluton en balance, donc la séparation, peut-être une relation cachée de la femme ou de lui-même, hein, ça c'est possible, hein, par rapport à ça. Ok, donc la Lune ici, qu'est-ce qui nous manque? Mercure. Alors Mercure, tiens je vais continuer sur les maisons, donc la maison 7 ici, la maison donc 8 ici, et donc la maison 9 ici. Hop, pardon, la maison 9 ici, au début du signe du Cancer. Ça veut dire que le Soleil-Lune, ici, se trouve dans la maison 9. Et ça c'est assez conforme, finalement, alors on est content parce qu'on n'a pas à tout changer, c'est assez conforme au fait qu'il soit expatrié aux Pays-Bas. Voilà. Il a Soleil conjoint Lune en maison 9. En même temps, il est le chef d'une équipe, Soleil-Lune, vous voyez, à l'étranger, maison 9. Dans un organisme de recherche, la maison 9, c'est la maison de la recherche, des études supérieures, de l'université, donc enseignant-chercheur. Hein. C'est aussi la maison de la publication, tiens, des publications. C'est-à-dire l'édition de quelque chose, vous savez que c'est très sagittaire, donc maison 9. Donc ici on va retrouver les nombreuses publications. Donc c'est quelqu'un qui est chef d'un laboratoire, donc d'une équipe à l'étranger, qui travaille dans un lieu clos, Cancer, en maison 9, donc qui est dans la recherche, et aussi qui publie beaucoup d'articles scientifiques. Donc ça correspondrait bien. Si je continue, tiens, donc ici, donc, là on serait en maison 10, et ici on serait en maison 11, et donc là on est en maison 12. Donc la maison 12, ici, elle serait assez chargée finalement, chargée d'une épreuve, hein, Pluton, l'épreuve au foyer, ici, elle se trouverait bien en maison 12. Donc on voit bien une épreuve à l'échelle de sa vie qui a été particulièrement douloureuse, qui a fait certainement... qui a entraîné certainement la dépendance aux antidépresseurs, hein, Mars, carré Neptune. Voilà. Mercure, on n'a pas placé Mercure. Alors où est-ce qu'on va placer Mercure? Donc Mercure, vous savez, ne peut pas s'éloigner du Soleil de plus de 28 degrés. Bon, c'est facile à retenir, hein. 28 degrés pour Mercure, max, écart max, 48 degrés pour Vénus, et l'écart max entre Vénus et Mercure, donc 48 plus 28, 76 degrés maximum. Donc Mercure ne peut pas s'éloigner de plus de 28 degrés, on va dire 30. Donc elle peut aller en fin Lion, ou elle peut aller en fin Gémeaux. Alors c'est un esprit brillant. Bon, esprit brillant, dans son travail, je le verrai plus dans le signe du Lion, ou éventuellement dans la fin du signe des Gémeaux. Fin du signe du Gémeaux, Mercure Gémeaux, c'est l'écriture. Dans le signe du Lion, on serait plus sur l'esprit brillant. Hein, voilà. Bon, alors ici, on serait dans la maison 8. Oui, ça pourrait correspondre à la maison du Scorpion, donc on écrit sur des sujets cachés type recherche. C'est possible. C'est possible. Ici, on est plus dans la maison 10, c'est la maison la plus haute, hein, du thème astral. Donc effectivement, ici, on serait dans la vie professionnelle. Alors, les deux positions sont valables. Hein, les deux positions sont valables. Je privilégierais le Lion, déjà parce qu'on nous dit esprit brillant, donc c'est plus ici. Je privilégierais le Lion également parce que nous serions dans ce cas en sextile à Jupiter-Saturne,
Jupiter-Saturne en balance, c'est très bien, hein, parce que ça nous donne justement la reconnaissance dont j'ai parlé tout à l'heure, la reconnaissance du monde scientifique, serait beaucoup plus présente avec ce sextile à Jupiter et Saturne, Saturne la tradition, donc c'est la reconnaissance de la part de la tradition, plutôt que dans le signe des Gémeaux, où finalement ici on serait quelque part en carré à Jupiter, Saturne. Bon, il n'y a rien ici qui serait en Sagittaire. Donc ici on serait en carré. Donc si je mets Mercure ici, je vais trouver des idées brillantes, un esprit vif, mais il risque d'être jugé trop jeune par ses pairs dans le monde scientifique. Alors que si je positionne Mercure ici, donc on va dire en 10 degrés du Lion, hein, maxi, ici, effectivement là j'ai un sextile, et ça ce serait très bénéfique. Et esprit brillant, etc. Alors ensuite il faut vérifier, est-ce qu'on est bien, oui, on est bien à moins de 48 degrés, on est bien à moins de 28 degrés, donc ça correspond. Voilà, donc ici on peut dire on a résolu le problème, en tout cas, de ce thème. À partir du cahier des charges que l'on nous a donné, eh bien, nous avons réussi à synthétiser un thème cohérent avec cette personne. Donc si la personne était née au début des années 80 avec ces positions planétaires, on aurait bien une personne qui aurait à peu près ce caractère et également, certainement, beaucoup d'éléments de ce chemin de vie. Donc vous voyez, c'est un exercice à la fois ludique mais aussi instructif, cette astrologie inversée, parce que ça nous permet de voir nos lacunes. En fait, nous avons tendance à facilement résumer les choses, vous voyez, à ne pas rentrer suffisamment dans les détails. Souvenez-vous de cette sensibilité qu'il fallait préciser. Et puis, vous avez vu également à quel point c'est difficile de créer un thème qui satisfasse à tous ces critères. Donc les 28 degrés, les 48 degrés, les mètres d'ascendant, les maisons, dans quel secteur. Il faut que tout cela soit cohérent. Donc imaginez les conseillers célestes dans cette table ronde dans les nuages suspendus et qui réfléchissent, qui planchent sur comment est-ce qu'on va faire pour donner naissance à cette personne. Or, c'est notre mission, parce que cette personne, on sait que nous, on va en avoir besoin, il est né en 1980, on va en avoir besoin dans 30 ans, dans 40 ans, 2019, donc dans 40 ans, on va avoir besoin de cette personne. Donc là, on est en 1980, il faut qu'on la crée. Hein, vous voyez, et vous avez vu à quel point c'était complexe. Voilà, donc si ça nous amène à une réflexion supérieure, c'est-à-dire si le ciel s'est donné tout ce mal, en fait, pour parvenir à créer ce subtil équilibre énergétique qui se trouve dans votre thème, dans le thème de cette personne, mais bien sûr dans le thème de chacun d'entre nous, eh bien c'est certainement parce qu'il y a une raison à cela. Hein. Le ciel a passé énormément de temps à beaucoup plancher, à beaucoup travailler pour vous donner ce subtil mélange. Et donc il y a une raison à cela. Cette raison, c'est la mission qui est la vôtre au cours de cette vie, c'est-à-dire d'actualiser au maximum le potentiel contenu dans votre thème astral. Donc c'est une mission, mais c'est également une forme de responsabilité, de respect également par rapport au travail qu'a fait le ciel, ou a fait votre âme, parce que ça doit être une sorte de dialogue entre votre âme et les conseillers du ciel pour choisir la meilleure incarnation possible. Et à partir de là, eh bien, forcément, ça vous donne une responsabilité, une mission de vie qui consiste à actualiser au maximum eh bien, le potentiel que l'on vous a donné. Voilà, donc je terminerai sur cette note philosophique, je terminerai ce petit exercice ludique par cette note philosophique en espérant que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à visiter mon site également où vous trouverez donc mes consultations, la formation en ligne, donc www.monsigneastrologique.fr. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astrosciences. Merci.